Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal d'actualité du 13 septembre. Aujourd'hui, une large page consacrée aux blouses blanches et à la médecine. On prendra également des nouvelles de vision du réel et puis on parlera RIE3. Pour l'instant, direction les pistes avec Télédôle. La Télédôle s'offre une zone d'accueil ouverte à l'année dans la vallée des Dappes, à la frontière entre la Suisse et la France. La société a présenté le futur projet d'architecture, ça s'appelle Lapin Blanc et c'est lui qui recevra les skieurs. Un sujet signé Florian Cavalieri. Là, il y avait intégré des choses qui étaient assez précises sur un bâtiment d'accueil d'une station de ski, on va dire, c'est la porte d'entrée de la future station franco-suisse. La principale chose, c'était vraiment la compacité du projet. Qui dit compact, dit automatiquement beaucoup plus financièrement abordable qu'un bâtiment qui se dilate complètement sur la parcelle. Et c'est vrai que le traitement de ce bâtiment avec cette grande toiture qui rappelle les fermes du Jura a beaucoup plu au jury. Grosso modo, c'est une enveloppe de 4 millions. Il y a déjà 750 000 francs qui ont été dépensés pour les pistes. Puis les 3 200 000 et quelques qui restent, ça va être pour la réalisation du parking, la réhabilitation du Tabagno, le Lesnay et du bâtiment. Dans le cadre de l'agenda du programme, maintenant on a un projet lauréat. Et puis maintenant, on a environ 1 an et demi pour réaliser le projet. C'est pas compliqué lorsque les deux pays ont tous les deux à cœur de bâtir un projet de qualité. Et c'est ce qui a sous-tendu le projet d'Oltuf. On a certaines contraintes côté français, on en a d'autres côté vaudois. On s'aperçoit que finalement, si on n'a pas les mêmes prises électriques, on s'arrange et on trouve un terrain d'entente pour aller vers vraiment un projet qui correspond à tous et qui s'inscrit au mieux dans notre paysage. Janvier 2020, pendant 10 jours, on aura des compétitions sportives de jeunes athlètes qui viendront sous couvert des Jeux Olympiques de la jeunesse portés par Lausanne 2020 faire nos compétitions sur France. Et c'est la première fois dans toute l'histoire de l'olympisme qu'on a des Jeux Olympiques qui se déroulent sur 2 pays. Donc là, à travers Doltuf et les Jeux Olympiques de la jeunesse 2020, on a vraiment 2 occasions magnifiques de collaborer. Bon, la première chose dans un projet de ce type-là, évidemment, on est admiratif devant le paysage. Donc on souhaite réaliser un bâtiment qui soit en parfaite harmonie avec le paysage et qui permet même à l'usager de peut-être le voir autrement, quitte à ce que même l'architecture s'efface au bénéfice du paysage. Lapin Blanc, c'est le nom de ce projet. Expliquez-moi pourquoi. Le lapin blanc, on a emprunté le lapin blanc à la fable Alice au pays des merveilles. Donc c'est le lapin qui amène le visiteur à travers le bâtiment à découvrir un autre monde. Donc ce sera une visite psychédélique. Voilà, c'est cette transition entre la personne qui arrive en voiture avec ses skis et ses chaussures et puis tout d'un coup, voilà, la journée commence, on est sur la neige. On a voulu que le bâtiment amplifie cette transition. On l'attend de pied ferme, c'est vraiment ce qui va lancer en fait, la phase opérationnelle en fait, de tout ce beau projet. Donc là, on est vraiment satisfait qu'une courte architecture soit terminée et qu'on puisse lancer les opérations. Autre équipement attendu, ce sera le parking. Le parking, effectivement, actuellement, le parking est un peu compliqué et pas fonctionnel du tout. Mais là, vraiment, nos clients ils seront vraiment bien accueillis avec un nouveau bâtiment, un nouveau parking et ils n'auront plus de raison de ne pas venir. Après des mois de friction, les cantons et les communes sont finalement parvenus à un accord sur la répartition des coûts de la réforme. 2 solutions sont proposées. Tout d'abord, l'État versera 50 millions de francs en 2019. Ensuite, il reprendra la totalité des coûts de financement de l'association vaudoise d'aide et de soins à domicile. On en parle avec vous, Joséphine Byrne-Garelli, présidente de l'association des communes vaudoises. Bonjour. Bonjour madame. Alors tout simplement, on va reprendre depuis le début les éléments de base. La RIE3. Qu'est-ce que c'est? Alors, la RIE3, c'est une réforme de la fiscalité des entreprises. C'est le 3e de ce nom, donc le numéro 3 existe. Il a été nécessaire parce que suite aux difficultés financières mondiales qui ont eu lieu, l'OCDE a eu à cœur d'harmoniser les pratiques fiscales dans les différents pays. Et en Suisse, on sait que les entreprises internationales sont parfois imposées à un autre taux que les entreprises locales. Il fallait aplanir ces différences et introduire un taux d'imposition unique pour toutes les entreprises. Et précisément dans le district de Nyon, la question se pose, les syndics ne sont pas contents. Quel est le fond du problème ici pour le district ?
Alors le problème qui s'est posé pour le canton de Vaud, c'est qu'il a décidé d'introduire la RIE3 en 2019. Et on le sait, le projet fiscal fédéral, le PF17, n'est pas entré en vigueur et n'est pas entré en vigueur encore. Nous espérons, les débats ont lieu actuellement au Parlement, nous espérons qu'il entrera en vigueur en 2020, mais à cause de ce retard, il manquait 50 millions de compensations pour les communes. 34 qui étaient liés au paquet négocié entre les cantons et la Confédération. Pour le canton de Vaud, c'était 1 milliard, dont 30 millions, non, 100 millions, dont 30 millions pour les communes. Et le fait que les entreprises internationales n'augmenteront pas leur taux d'imposition fait qu'il manquait également 16 millions qui donnent les 50 millions dont on parle. Les 50 millions justement qui seront donc versés en 2019, une mesure compensatoire. Pourtant, les syndics ne sont toujours pas contents. Est-ce que vous entendez leurs soucis ? Alors, je comprends leurs soucis. Surtout face au fait qu'ils vont faire face à des autres augmentations de coûts. La RIE3 prévoyait de toute manière des pertes de recettes, même après la négociation avec le Conseil d'État, même après avoir reçu les 50 millions. Il restait une soixantaine de millions qui n'étaient pas couverts. Donc ça, c'est une première difficulté pour les communes l'année prochaine. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue finalement, puisqu'on reçoit un gain. Ça, c'était négocié en 2015 entre le canton et les communes, et puis il était prévu de longue date. Ce qui n'était pas prévu, c'est que l'écrêtage, c'est le préfinancement de la facture sociale par les communes qui ont une fiscalité aisée, n'intervient pas. Il va disparaître l'année prochaine. C'est 53 millions de plus pour les communes payeurs l'année prochaine. Il y a les pertes liées à RIE3 dont on a parlé, mais il y a aussi la facture sociale qui va beaucoup augmenter l'année prochaine, et ça, c'est une source d'inquiétude. Le fait qu'on va subventionner tout dépassement de 10%, si les assurances maladie dépassent 10% des revenus des gens, ils vont recevoir des subventions, et ça va avoir un impact direct sur les communes. Mais là où je veux en venir, c'est que voilà, les communes vont recevoir ces 50 millions de francs, elles demandent de l'aide à l'État, elles reçoivent ce gain, mais elles auront un impôt qui est perçu sur ce gain. Donc au final, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, ils ne vont pas avoir un impôt perçu sur ce gain va être traité comme des recettes fiscales, parce que quelque part, ils compensent une perte de recettes fiscales, ils viennent à leur place. Donc les 50 millions vont s'ajouter au calcul pour la péréquation intercommunale. Donc à ce titre-là, il va y avoir une ponction pour aider les communes entre eux. Deuxième mesure, donc l'État reprendra la totalité des coûts de financement de l'association vaudoise d'aide de soins à domicile pour le district de Nyons. Quel impact est-ce que ça aura ? Alors, le fait que le canton va reprendre la charge va soulager les communes d'une charge qui équivaut, sur la base des chiffres 2017, à 2,5 points d'impôt environ. En contrepartie, les communes devront baisser leur taux d'impôt de 1,5 point, mais la différence, ils vont le garder pérenne. Ça veut dire chaque année à partir de 2020, il y aurait 34 à 35 millions, le chiffre varie, à disposition des communes pour leur ménage communal pour toujours. Enfin, jusqu'à la prochaine modification. Mais là encore, plusieurs communes se plaignent, même on dit que c'est toujours les riches qui payent pour les pauvres. Qu'est-ce que vous répondez ? Ce que je réponds là, c'est que dans le cadre des négociations, il était question à un moment donné de faire financer la VASAD l'année prochaine en valeur de points d'impôt. Et ça aurait eu un impact majeur pour le district de Nyons. C'était 13 millions de plus pour les communes payeurs, dont on sait qu'il y en a beaucoup dans le district de Nyons. Et ça, nous l'avons évité. Nous sommes satisfaits. Au départ, on n'était pas d'accord de dire, voilà, on passe la VASAD au canton sans discussion avec les communes pour savoir quel est leur lien avec l'aide des soins à domicile dans leur région. Mais finalement, dans une négociation, vous devez trouver un terrain d'entente, trouver une solution. Nous avons essayé de trouver le meilleur possible. On dit du district de Nyons que c'est finalement un petit peu une zone de test par rapport aux autres cantons. Là, qu'est-ce que vous répondez ? Dans quel sens vous pensez zone de test ? Qu'on teste le canton de Vaud, qu'on teste cette RIE3 pour voir qu'est-ce qui va se passer pour ensuite l'appliquer ailleurs.
Alors, le danger qu'il y avait l'année prochaine, politiquement, à mon avis, c'est que si l'introduction de la RE 3 ne se passait pas bien l'année prochaine dans le canton de Vaud, ça pouvait avoir un impact dans le débat qui va suivre. Parce qu'une fois que la PF17 sera adoptée au niveau fédéral, il y aurait un référendum, il est déjà annoncé, il y aurait un débat politique sur ce sujet. Donc, il est important que la RE 3 se passe bien dans le canton de Vaud. N'oublions pas que les communes ont soutenu la RE 3, le soutiennent toujours, parce que nous estimons... Ça se passe mal. Mais nous estimons que c'est intéressant pour l'économie et c'était le pari que le canton de Vaud a pris et les communes avec, qu'à long terme, l'attractivité du canton et la compétitivité du canton allait augmenter et on allait avoir plus de recettes des personnes morales, ce qui était dans l'intérêt de toute la population. Joséphine Birncarelli, merci pour ces précisions et puis bonne suite à vous. Merci à vous. La nouvelle place Pertan débarrassée de ses voitures et avec plus de végétation se fait attendre alors que la ville de Nyon a mandaté architectes et urbanistes pour penser cette nouvelle place. Les citoyens de Nyon peuvent prendre part aux discussions, les explications au micro de Rodolphe Henner. Il n'y a pas si longtemps, quand Nyon n'était pas encore si peuplé, se trouvait en son centre un véritable parc public, la place Pertan. Depuis 1962, celle-ci a cependant vu l'arrivée massive des voitures, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Et après en avoir beaucoup parlé, le projet de rendre le parking à la population entre dans une phase plus concrète. La municipalité a ainsi mandaté urbanistes et architectes pour imaginer ce futur parc public végétalisé en surface du parking souterrain. Si les professionnels planchent, la population est également invitée à donner son avis par le biais d'une démarche participative. En plus d'un groupe de 20 personnes issues du monde associatif, 20 citoyens et citoyennes sont ainsi appelés à former un autre groupe qui participera aux futures séances de réflexion ces prochains mois. Oui, l'idée c'est d'aller à la rencontre des Nyonnaises et des Nyonnais, de leur parler du projet politique qui est en cours. Il s'agit finalement de redessiner la place Pertan, de transformer le centre-ville. Et ça ne peut pas se faire sans consulter les citoyennes et les citoyens. Libérée des voitures, la place pourrait également accueillir des commerces et des appartements le long de l'avenue Violier. Alors l'idée des boutiques ou des commerces est surtout destinée à activer, à stimuler le cœur de ville. On appelle ça la boucle des adresses. Concernant la possibilité d'habiter la place avec des logements, c'est précisément une des questions qu'on va poser aux citoyennes et aux citoyens. 20 personnes à trouver donc, mais une exigence, la diversité des profils. L'association En Commun, mandatée par la ville de Nyon pour organiser cette démarche participative, y veillera. On sait que les hommes parlent plus que les femmes, parce que c'est montré statistiquement, voilà, pour plein de raisons sociologiques, il y a des inégalités dans la prise de parole, dans le pouvoir, etc. Et du coup, le dispositif, ce truc-là, c'est une manière d'animer les prises de parole, une manière de faire, d'accompagner les gens dans des prises de décision. Il permet en fait de rééquilibrer ces rapports de force. Prochaine étape, tous les candidats inscrits ce mercredi seront tirés au sort les 29 et 30 septembre prochains, selon plusieurs catégories sociales. On a défini en gros les moins de 35 ans, les 35-65 et les plus de 65 ans. Et hommes et femmes, et on a une dernière catégorie qui sont, on voulait aussi des gens qui n'étaient pas forcément de Nyon, donc on a réservé 3 places pour des non-Nyonnais. Entre souvenirs et désirs, reste à savoir ce que pensent les Nyonnais de cette future place Pertan. Je suis arrivé ici en 1956. Elle était encore végétalisée, mais pas pour longtemps. J'ai encore connu les 2 chemins de traverse. Et j'ai encore connu le marché aux bestiaux sur cette place ici et ce qu'on appelle le petit Pertan en dessous. Moi, je l'ai connu qu'avec de la pelouse. Vous l'avez connu à l'époque? Ah bah oui, parce que je suis née à Nyon. Racontez-nous comment c'était. C'était vert, avec des petits chemins. Et puis on se promenait là. Il y avait le marché aux bestiaux? Oui, je crois que c'était là en bas. Petit Pertan. Au petit Pertan. Voilà, et puis oui, c'était que de la verdure. Ce que j'aimerais, ce serait que c'est une place ouverte aux gens qui habitent le quartier, que ce soit qu'il y ait des lieux de rencontre, que les gens se mélangent un petit peu entre les cultures, les générations, qu'il y a autant d'enfants que de personnes plus âgées, un lieu de détente ou aussi entre la pause de midi 14h, que les gens puissent venir se détendre dans le parc. Puis beaucoup d'échanges.
La place Pertence en voiture, c'est donc pour bientôt. Certains s'en sont peut-être déjà rendus compte à leurs dépens. La clinique de Genelier a ouvert ses portes pour présenter l'ensemble de ses activités et se rapprocher du public samedi dernier. Lors de ces portes ouvertes, les visiteurs ont pu notamment tester plusieurs robots. Regardez. Le plus important, c'est vraiment l'immobilité. Jouer au docteur, s'amuser avec le robot chirurgical baptisé Da Vinci ou encore réaliser un point de suture. Autant d'ateliers proposés par la clinique de Genelier samedi dernier lors de ces journées portes ouvertes. C'est l'occasion de présenter l'ensemble des activités de la clinique, mais aussi les dernières technologies. Et ces dernières technologies nous permettent d'avoir des diagnostics de plus en plus précis. Et c'est ça qui est important aujourd'hui pour nos médecins, d'avoir ces diagnostics très précis. Parmi les nouveautés, l'Arc-en-C. C'est un capteur qui permet de faire une radiologie comme ce qu'on peut connaître en radiologie traditionnelle, sauf que là on a un film qui va nous donner toute la morphologie du cœur. Et puis le cardiologue va également injecter un produit de contraste pour avoir l'entière visualisation des coronaires qui se trouvent autour du muscle cardiaque. Cet appareil nous permet du coup d'aller traiter les coronaires malades, soit de mettre en évidence un problème de plaque d'athérome où effectivement une artère est bouchée, et puis d'aller traiter en même temps. Donc c'est un examen qui est 2 en 1. C'est d'ailleurs grâce à ces appareils que la clinique est devenue une référence dans le milieu médical, mais aussi plus performante. L'évolution technologique est très importante et chaque année il y a des nouveautés et nous sommes toujours à l'affût de ces nouveautés pour le bien du patient. C'est énorme ce qui a changé. Il n'y avait pas des caméras, la laparoscopie n'existait pas. On était tout en chirurgie ouverte, on avait beaucoup de pertes sanguines, on ne maîtrisait pas très bien. L'anesthésie, c'était pas non plus franchement encore très évolué, je dirais. Et puis les interventions duraient longtemps, il fallait tout suturer plan par plan. C'est vraiment un plus et ça se développe encore beaucoup. Pour les visiteurs, c'était également l'opportunité de poser des questions dans un cadre décontracté et ludique. On a des questions qu'on n'ose peut-être pas poser quand on est comme ça, soi-même confronté au problème, alors que là ils viennent avec du recul, ils vont bien, ils ont le temps de poser les questions, ils voient les choses sous un autre œil, donc ils sont assez curieux et on a plaisir à leur répondre. Ici, par exemple, l'atelier point de suture. Vous êtes un petit peu trop bas, vous voyez, là, pour faire le point de suture, c'est compliqué. Une tâche plus compliquée qu'il n'y paraît. À l'étage de la chirurgie, c'est même sueur au front que certains terminent la simulation d'une laparoscopie. Qu'est-ce que vous faites? Alors, on essaie de passer des élastiques dans des trous, mais c'est difficile. Nous, c'est notre routine de travail. Peut-être pas tout le monde, donc c'est aussi de faire partager cette routine de notre travail à d'autres pour peut-être dédramatiser un petit peu le côté de ce que renvoie un peu l'image d'un hôpital à chacun, qui est la maladie. Dernier objectif pour la clinique, tordre le cou aux a priori, car si l'hospitalisation est réservée aux bénéficiaires d'une assurance privée ou semi-privée, le service ambulatoire est lui en revanche accessible à tous. Il y a eu quelques personnes qui étaient surprises, qui pensaient que c'était réservé à certains types de patients. Non, non, tout le monde peut venir. On offre ici à la polyclinique des soins ambulatoires qui sont ouverts à tous. Quel est le message que vous souhaitez que les gens retiennent aujourd'hui en sortant de la clinique? Alors bienvenue à la clinique de Genelier. Et venez nous découvrir ou venez vous faire soigner dans une des plus belles cliniques du monde. Et au vu des critiques, le message semble passer. D'habitude, les gens n'aiment pas venir dans les hôpitaux, dans les cliniques. Vous avez bravé ça, pourquoi? Je disais justement, à mon avis, qu'on vient ici, on a une chambre avec cette vue-là, on est déjà guéri à 40%. Le personnel est très très sympathique et disponible. C'est très sympathique. Je suis très surpris. Qu'est-ce qui vous surprend le plus? Pour l'instant, c'est la qualité du matériel, quoi. C'est vraiment, je pense que les patients qui viennent ici sont bien accueillis du coup. En tout cas, techniquement parlant, c'est haut de gamme, quoi. Avec nous sur le plateau, Olivier Cochereau, vous êtes le directeur des soins du GOL. Bonjour. Bonjour. On peut voir un lien avec, on parle du thème médical, mais vous êtes passé à la clinique de Genelier. Vous y étiez d'ailleurs présent lors de ces portes ouvertes. Qu'est-ce que vous avez pensé? Effectivement. Alors moi j'ai pensé surtout les souvenirs, parce que j'ai travaillé justement en tant qu'infirmier en médecine et oncologie à la clinique de Genelier, qui a extrêmement changé. Effectivement, toute l'évolution, on a vu dans ces portes ouvertes, toute l'évolution médicale qui est assez impressionnante. Et aujourd'hui, alors c'est
justement le sujet d'après, mais on doit, nous, professionnels de la santé, aussi évoluer dans nos qualifications pour répondre à cette évolution. Justement, on y vient cette fois-ci à Nyon au Gol, le groupement hospitalier de l'Ouest lémanique qui propose pour sa première édition du Quiz Care, donc on va en parler. Un challenge qui sera proposé le jeudi 20 septembre dès 17h30 au théâtre de Maran. On parle de challenge, mais qu'est-ce que c'est exactement ce Quiz Care ? Alors, Quiz Care, c'est 60 questions scientifiques, je précise bien scientifiques, auxquelles devront répondre 200 candidats. Ces candidats, c'est des infirmiers, des instrumentistes, des techniciens de radiologie, des physiothérapeutes, des sages-femmes, etc., des soignants, qui viennent de 7 institutions de Suisse romande, donc des HUG, du CHUV, de la clinique Genelier, du groupe Hirst London, des HIB de Sion, il ne faut pas que j'en oublie, ils vont m'en vouloir, et évidemment du GOL. Ils vont se challenger sur justement ces 60 questions, et à la clé, on leur remettra un trophée. Un quiz, un challenge. Est-ce que dans la réalité, dans les jours, au quotidien, vous vous sentez justement en concurrence les uns avec les autres ? Pas du tout. Je crois qu'on n'est pas sur le même fonctionnement, on n'a pas les mêmes idées, les mêmes idéaux en fonction des hôpitaux, des cliniques ou des universitaires. C'est un petit peu justement ça aussi l'idée du quiz, c'est que finalement professionnel, qu'on soit en clinique privée ou qu'on soit en universitaire ou dans une petite institution, on a tous les mêmes compétences et on a tous la possibilité de fonctionner comme il faut dans ces espaces-là. Et votre objectif avec ce Quiz Care, c'est de changer l'image des infirmiers. Quel est le problème qu'il y a derrière en fait, l'image qu'on propose aujourd'hui des infirmières ? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux, évidemment, sur le vieillissement de la population, répondre aux besoins de la population, et puis surtout en termes de recrutement infirmier, de recrutement médecin. On sait qu'on est en pénurie, alors surtout sur les infirmiers spécialisés. L'idée, c'est de leur donner une nouvelle image. Alors aujourd'hui, c'est par l'intermédiaire d'un Quiz Care, mais probablement demain, on essaiera que ça soit avec d'autres communications un peu plus modernes aussi, mais de dire finalement aux jeunes, venez travailler dans nos institutions, dans ce métier qui finalement, quand on l'explique, les conditions, c'est pas toujours très drôle, surtout quand on a une famille. On travaille le week-end, on travaille les nuits, on travaille la journée en 3-8, avec quelquefois des 12 heures, avec des conditions qui sont pas toujours faciles. Donc c'est clair qu'on doit redorer l'image de l'infirmière qui aujourd'hui n'est plus avec celle des bonnes sœurs, j'ai envie de dire, d'il y a quelques années. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il faut justement redorer l'image des infirmiers alors qu'ils ont tout le mérite de leur métier ? Alors, ils ont le mérite de leur métier, mais c'est des métiers aussi qui doivent évoluer. Ça veut dire qu'à un moment, on dit aussi beaucoup, les infirmiers, alors c'est vrai qu'ils ont cette bienveillance, ce respect, etc., mais vous aussi, vous l'avez, en tout cas, vous l'avez eu envers moi. Le pâtissier et d'autres métiers l'ont aussi. Je crois qu'on doit... Ça suffit pas aujourd'hui. On doit vraiment montrer que cette profession, c'est d'abord un bachelor, donc c'est 4 ans d'études, c'est 4 ans d'études supérieures. Les soignants qui sont spécialisés, c'est 2 années de plus, donc c'est 6 ans d'années supérieures. Il faut qu'on valorise ces compétences et cette expertise parce qu'il y a une expertise. Donc on doit dire aussi aux soignants, mais mettez-vous en avant, vous avez une vraie expertise, donc montrez-la. Et on doit dire aussi aux institutions, il faut un petit peu redistribuer les tâches dans vos institutions parce que l'infirmière aujourd'hui, elle fait un petit peu tout. Et surtout, alors les patients sont ravis, mais il faut qu'on aille au-delà de ça. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il faut redorer l'image des infirmiers auprès du public, mais qu'à l'inverse, les infirmiers, eux aussi, souffrent, ont peut-être un malaise. Aujourd'hui, ils se sentent en dessous des médecins ? Bien sûr. Alors, en dessous des médecins, je ne sais pas, parce que c'est une profession qui est quand même assez différente. Maintenant, c'est sûr qu'au vu des conditions et de comment on les utilise probablement dans les institutions, justement, elles vont faire la gestion des stocks, la gestion du linge, mais en même temps, elles font des soins, puis elles font des lits, et puis donc elles font beaucoup de choses. Je crois que demain, et c'est d'ailleurs l'objectif de l'hôpital de Nyon dans son extension du bâtiment en 2020, c'est de redistribuer les tâches, et le soignant sera au lit du patient avec les compétences et l'expertise de l'infirmier. Mais ça n'enlève en rien la collaboration évidemment avec le médecin, ça c'est indispensable, mais justement le fait de redistribuer ces tâches, ça permettra de travailler en lien beaucoup plus étroit avec le médecin dans une complémentarité. Une opportunité donc le faire, c'est ce jeudi 20 septembre au théâtre de Maran. D'autres activités dans le même genre prochainement ? Alors,
On a beaucoup d'activités, beaucoup d'envie. J'ai aussi beaucoup d'envie. Et puis, je pense que justement, on doit communiquer différemment sur les soignants. On voit ce profil d'ASSC, assistant soins santé communautaire, qui arrive aussi dans nos hôpitaux. Il faut qu'on aille les chercher et les recruter. Il y a cette semaine à Berne le Swiss Skills, qui sont les championnats suisses des apprentis. Les ASSC en font partie. On a des professionnels de la santé qui en font partie. Et donc, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on les valorise et qu'on les emmène à ces championnats suisses. Et pourquoi pas championnats d'Europe et championnats du monde par la suite. Olivier Cochereau, merci d'avoir été avec nous. Vous allez participer au Quiz Car ? Bien sûr. Alors moi, j'organise, donc je serai dans la régie. Voilà. Mais vous participez en tant que... En tant qu'organisateur. Donc je laisse la place aux experts. Exactement. Ça marche. Alors bonne suite à vous, à bientôt. Merci. Passer les métiers du bloc opératoire au scalpel, c'est le défi que s'est lancé Florian Cavalleri dans une série de 4 reportages que vous aurez l'occasion de découvrir dans notre journal tout au long de ces prochaines semaines. Aujourd'hui, rencontre avec un chirurgien de l'hôpital de Nyon. Il est 9h du matin ce vendredi à l'hôpital de Nyon. Le docteur Fournier et son équipe s'apprêtent à opérer une hernie inguinale. Une hernie inguinale, c'est une boussure qui apparaît un petit peu avec le temps, mais aussi parce que c'est un orifice qui existe également. Et par cet orifice, l'intestin vient se coincer. Donc l'opération, on a enlevé la hernie, et puis pour que la hernie ne revienne pas, on a un peu cousu. Et puis on a mis en place un filet. Ce filet, le but du jeu, c'est qu'il vient renforcer la paroi abdominale pour que la hernie ne revienne plus jamais. Cette semaine, on s'intéresse au métier de chirurgien. Le chirurgien, c'est comme un chef d'orchestre. Il mène son équipe vers un objectif, réussir la chirurgie parfaite. Les différents corps de métier doivent donc jouer la même partition. Un chirurgien, il ne peut pas travailler tout seul. S'il n'est pas correctement entouré, avec des professionnels de la santé bien formés, on ne peut pas travailler. Une opération réussie, c'est quand on a un objectif, qu'il est atteint et qu'il est atteint sans inconvénient à la fin de l'opération. Le métier de chirurgien fait toujours rêver, mais il est bien loin de l'image d'Épinal véhiculée par les séries américaines. Calme et maîtrise en sont les maîtres mots, et quand le patient arrive au bloc opératoire, tout a été anticipé. Et parfois, il peut y avoir un imprévu. Et bien, comme dans un avion, on sait exactement, on a les références, on a bossé, on connaît tous les trucs et astuces pour qu'il n'y ait pas de problème lors d'une opération. Alors ça fait peur quand on voit des séries comme Urgence où il y a du sang partout, tout le monde est agité. Vous voyez que dans une opération, tout doit être calme au contraire. Mais quelle formation pour devenir chirurgien ? Après des études de médecine humaine à l'université, le praticien va encore devoir se spécialiser en fonction du domaine d'activité choisi. Donc l'Uni, c'est 6-7 ans d'études où on apprend, c'est la base de la médecine. Et puis après, il faut aller voir un patron de chirurgie en disant est-ce que vous voulez bien me former ? Et puis la formation de chirurgien de base, on va dire pour faire un peu toutes les opérations, il faut compter 5-6 ans. Et puis après, pour les super spécialisations, il faudra encore ajouter 2, 3, 5 ans pour certains. De longues études parachevées par des programmes de formation post-graduée continuent. Et si les robots font désormais leur apparition dans les salles opératoires, le métier de chirurgien reste un métier d'avenir. Il y a des opérations, typiquement les hernies inguinales, on pourra donner tous les médicaments qu'on veut, il n'y aura jamais de traitement par des médicaments. Pour l'instant, les cancers, ça s'opère encore. Dans ma spécialité, l'obésité, c'est en plein boom. Et puis vous savez que la meilleure solution pour soigner l'obésité, pour l'instant, c'est les opérations. C'est ça qui permet de nettement diminuer le poids et de guérir les maladies comme l'hypertension et le diabète. Donc oui, c'est un métier d'avenir. Et le docteur Fournier de relever que si l'on vit désormais jusqu'à près de 90 ans, ces progrès sont à mettre au crédit des progrès de la médecine en général et de la chirurgie. Vision du réel, un festival porteur pour la ville et la région. C'est en tout cas ainsi que définit l'étude pilotée par la région de Nyon et Vision du réel lui-même. Ils ont présenté le projet à la presse ce lundi dernier et ils estiment qu'avec un budget de 3,3 millions, le festival calcule qu'elle rapporte 5 millions à la ville et aux industries en retombées économiques. Explication. Avant de fêter son 50e anniversaire, Vision du réel s'est offert plusieurs études. L'objectif de ces examens, obtenir une photographie détaillée de la manifestation afin de mieux comprendre ses forces, ses faiblesses et de faire valoir son impact sur Nyon et sur son district. Alors il y a 2 études qui ont été payées par la région de Nyon et par nous pour la 2e, plus d'autres études qui ont été faites et des sondages qui montrent
d'une part, le niveau international, mondial du festival, qui montre la satisfaction du public de la région, le développement de la notoriété de Nyon et le fait que c'est bénéfique pour la région, pour les commerces, pour les hôtels, pour le tourisme. Alors cette étude, elle est issue d'une première étude que Grégory Saudan avait faite. La région avait souhaité en fait vérifier que les actions qui avaient été entreprises portent leurs fruits. Et c'est une première étude qui a été faite sur la base de documents. Puis là, c'est une étude plus en direct sur le terrain où des gens sont allés questionner plus de 300 personnes, des commerçants, des professionnels. Et puis elle va plus en détail sur les dépenses et sur l'impact. Donc les chiffres sont affinés. Au niveau des chiffres, avec son budget de 3,3 millions, la manifestation a calculé qu'elle rapportait 5 millions de francs en retombées économiques pour la région. Il s'agit bien sûr de ce qui est dépensé par le festival sur les lieux, il s'agit de la restauration, il s'agit des commerces et il s'agit des nuits d'hôtel. On chiffre à 4200 nuits d'hôtel le festival 2017. Donc c'est extrêmement intéressant, extrêmement important en termes de retombées. C'est ce qui permet aussi au fonds d'équipement touristique de soutenir Vision du Réel. Toujours selon les études, c'est la fréquentation qui explique ces chiffres. Depuis 2011, le nombre de spectateurs a presque doublé en passant de 20 000 billets vendus à plus de 40 000. L'attrait du public local s'est également renforcé. 40% des gens sont issus du district de Nyon, donc c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que l'effort qui a été fait pour que les gens du cru, les gens de la région y participent, a porté ses fruits. Enfin, si la programmation du festival a largement conquis les 285 personnes sondées lors de la dernière édition 2017, des améliorations sont à faire au niveau des sites d'accueil. On nous demande de progresser dans le domaine de l'accueil et des infrastructures. On nous demande de développer encore la participation et la médiation culturelle. Et c'est dans ce sens-là que nous allons. Reste donc une question. Alors que les finances de la ville sont mal au point, avec quel budget Vision du Réel prévoit d'améliorer ses infrastructures et de construire sa 50e édition? J'ai été ministre de la Culture du canton de Vaud à l'époque où nous faisions des centaines de millions d'économies. Nous avons toujours vérifié de ne pas couper dans la culture parce que c'est le lien social, parce que c'est l'identité, parce que c'est le développement culturel et ça a une retombée économique. Donc je serais un peu surpris qu'on coupe dans la culture parce que le niveau actuel des dépenses n'est pas très élevé pour un retour très important. Où est-ce qu'on devrait couper? Mais on doit regarder partout. On doit améliorer l'efficience lorsqu'on le peut. On doit peut-être renoncer à certaines tâches lorsqu'elles ne sont pas prioritaires. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à trouver des économies qui permettent d'équilibrer les comptes. Alors je ne peux pas vous dire combien on va demander à la commune. On a un projet de développement, non seulement des infrastructures, mais également de notre mémoire, de nos archives, du film, etc. La municipale de la culture, Mme Frémont-Canton, m'a promis qu'elle pourrait faire quelque chose. Ça ne sera pas une énorme somme, précisément parce que nous sommes conscients de la difficulté de la commune. Une affaire évidemment à suivre d'ici la prochaine édition du 5 au 13 avril. En bref, le hip-hop sera en force à Montauly à Gland ce samedi 15 septembre de 14h à 2h du matin. Au programme des festivités, ateliers graffiti, démonstrations, nourriture et boissons. Toutes les informations sur www.gland.ch. Du côté de Nyon, fini les vacances. Également, c'est la reprise du sport à partir du 15 septembre et jusqu'au 13 avril. Les jeunes dès 10 ans auront de nouveau accès à la salle de sport de Nyon-Marans les samedis entre 13h30 et 19h30. Enfin, et toujours à Nyon, c'est le retour du cirque CNI. Donc, le parking Pertan est donc fermé dès ce jeudi 13 septembre et jusqu'à midi, lundi 17 septembre. Quant aux spectacles et aux zoos ambulants, ils sont à découvrir du 14 au 16 septembre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.